Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, vos questions à Guiraud, 39-21, questions autour des quarts de finale de l'Euro, bien évidemment, 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, l'appel de 100 prix Nobel en faveur des OGM. Oui, et ça vous fait réagir parce que visiblement, tout le monde ne partage pas l'avis des prix Nobel. Après tout, il n'y a pas d'argument d'autorité dans la vie. Gilles Rivière-Eckstein, qui était tout à l'heure avec nous, est également dans le studio pour dialoguer avec vous. Bonjour Anne. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Très heureuse Saint-Denis d'être dans avec l'Aude. vous. Mais nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe. Merci. Et Mais on vous écoutez, écoute. tout à l'heure, pardon. On vous écoute. Oui, tout à l'heure, mon sang n'a fait qu'un tour, vraiment, quand j'ai entendu cette nouvelle. Oui. Je suis absolument scandalisée, excusez-moi, je suis vraiment en colère. Vous savez, des prix Nobel, moi j'en ai connu plusieurs de par le métier de mon père, donc j'ai grand respect pour ces scientifiques. Simplement, les OGM, il faut pas exagérer, quoi. C'est un esclavage, c'est la source de centaines de suicides en Inde, c'est la cause de la mort de la terre, de l'humus qui ne devient plus qu'une chose. C'est le procès de Monsanto contre un paysan américain il y a quelques petites années qui était voisin d'un autre paysan qui exploitait des OGM, et les OGM ayant essaimé, il en avait quelques-uns dans son champ. Eh bien, Monsanto a fait un procès au premier agriculteur, donc parce qu'il avait quelques épis dans son champ pour qu'il leur paye des royalties. Alors si c'est dans ce monde-là qu'on veut vivre, moi merci beaucoup. Je préfère la nature à la technologie, même si je sais que la technologie nous rend des services et tant mieux, mais jusqu'à un certain point. Moi, je suis un être biologique et pas un être technologique. Je suis pour la vie. Voilà. On vous a entendu, Anne. Restez avec nous. Gilles Rivière-Eckstein vous répond. Oui, mais je pense que c'est parfaitement résumé. En fait, on n'est pas là dans un débat qui est un débat scientifique. On est dans un débat qui est dans un débat de type de société qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, ce que cette personne vient d'exprimer, elle a tout à fait, c'est son droit, c'est son plus légitime. C'est qu'elle dit de Monsanto, de la mainmise économique. Oui, non, mais alors attendez une seconde, parce que là, c'est assez marrant, parce que dès qu'on parle de biotechnologie, on au bout de arrive à 30, Monsanto. même pas 30 secondes, tout de suite c'est Monsanto. Il y a peut-être des raisons à ça. Ensuite c'est l'Amérique, ensuite c'est le capitalisme. Monsanto. Ensuite c'est Monsanto. Entreprise qui domine le marché et qui fait plier à ses intérêts économiques beaucoup d'acteurs sur la planète tout entière. Elle domine le marché des OGM tout simplement parce qu'on n'a pas laissé les autres se développer. En France, en France, par exemple, quand une coopérative comme Limagrain a essayé de faire des essais pour avoir ses propres OGM et pas dépend de ceux de Monsanto, les faucheurs volontaires sont venus dans les champs pour les casser, pour les démolir. Donc après, qu'est-ce qu'a fait Limagrain ? Elle a délocalisé, c'est une entreprise française, elle a délocalisé sa recherche aux États-Unis pour essayer de pouvoir être compétitif. Donc si on casse tout ce que font tous les autres, toute la recherche qui est faite par d'autres sur les OGM, il est évident que Monsanto a le monopole. Alors, Monsanto a le monopole d'anciens OGM, de ceux qui sont sur le marché aujourd'hui, mais il y en a plein qui vont arriver et qui sont développés aujourd'hui, pas simplement par Monsanto, mais aussi par des petites entreprises qui vont avoir des techniques aujourd'hui qui vont leur permettre de faire des nouveaux OGM, de nouvelles plantes modifiées, celui avec d'autres techniques, et ce monopole va bien entendu disparaître à partir du moment donné où on ouvre les vannes. Une petite chose aussi que je voudrais ajouter, c'est qu'à force d'encadrer les OGM avec une réglementation très stricte, à la fin, ça veut dire que pour faire une plante, ou d'autoriser une plante, on doit dépenser des millions et des millions en recherche et en sécurisation, si vous voulez, pour l'homologation. Oui. Or, il n'y a que les grandes les grandes entreprises qui peuvent le faire. Donc, nous avons en France 70 semenciers, donc des gens qui font des nouvelles semences. Elles n'ont pas cette capacité financière. Si on libérait un tout petit peu la réglementation, mais elle-même, elle ferait aussi des OGM et on n'aurait pas ce monopole avec Monsanto. Anne, j'imagine que vous ne serez pas d'accord. On vous écoute, mais je voulais vous donner le mot de la fin. Allô ? Oui, je vous écoute, Anne. Oui, moi, ce que je veux, c'est pas d'OGM du tout. Du tout. Voilà. Et il est en train d'être prouvé que l'agriculture biologique, bien plus au courant que beaucoup d'agriculteurs sur la capacité de la nature à produire en alliant des cultures ensemble, peut produire bien plus que toutes les agricultures intensives qui se font actuellement, ou OGM ou autres.
Donc il faut plutôt être à l'écoute de ce que la nature a encore à nous apprendre et nous avons désappris depuis des décennies. Voilà ce qui me révolte. On a compris votre pensée, votre philosophie, je dirais, Anne, et je vous remercie de l'avoir exprimée sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. De même. Au revoir. Au revoir. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes à Saint-Bonnet-le-Coureau, dans la Loire. Voilà, moi je suis en agriculture biologique depuis 7 ans. D'accord. 7 ans. Je vais exactement dans le sens de cette dame qui vient de parler. Oui. Parce que je me pose une question en même temps que j'ai envie de poser une question aux chercheurs ou à celui qui les représente. Oui. Dans quel but fabriquer des OGM? Dans quel but? À part un but mercantile. La dame l'a dit et je vous le confirme, il y a tellement de choses qui ne sont même pas étudiées, même pas exploitées. Ne serait-ce que les méthodes Déméter, biodynamiques, où on fait des choses formidables. C'est-à-dire des techniques naturelles. Les plus naturelles possibles. Voilà, il faut revenir à du bon sens. On peut, dans quel but? Si c'est pour nourrir la planète, et on n'en a pas besoin des OGM, absolument pas. Parce que la seule chose, ce qu'il faut, c'est laisser les agriculteurs, là où ils se trouvent dans des pays bien défavorisés, à utiliser leurs propres ressources personnelles sur leur terrain. Mais dans quel but vous voulez faire des OGM? Dans quel but? Alors Gilles Rivière-Weckstein vous répond. Dans quel but? Écoutez, ça fait une centaine d'années qu'on procède à la sélection variétale. Ça veut dire qu'on améliore les semences pour leur donner des nouvelles caractéristiques. C'est d'ailleurs le cas également en agriculture biologique, parce que par exemple le blé aujourd'hui que les agriculteurs utilisent en agriculture biologique n'est pas un blé naturel. C'est un blé qui a été modifié lui aussi. C'est un blé qui a été modifié par l'INRA avec des méthodes qui étaient à l'époque des méthodes avant-gardistes. C'est pas du tout un blé que la nature a produit. Donc la sélection variétale, c'est-à-dire augmenter et perfectionner les semences pour leur donner des caractéristiques nouvelles dont on a besoin, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis une centaine d'années. Maintenant, il s'avère que depuis une dizaine d'années, on peut faire à peu près la même chose, mais avec un peu plus de précision, parce qu'on connaît un peu plus le génome. C'est comme avec la médecine. Aujourd'hui, on regarde un peu votre génome, etc. Donc on travaille sur le génome, on travaille sur l'ADN, alors qu'avant on n'arrivait pas à le faire. Donc ce qu'on fait en médecine, si vous voulez, avec l'ADN, avec le travail sur le génome, aujourd'hui on peut le faire pour améliorer les semences. L'agriculture biologique, comme toutes les autres agricultures, ont besoin de semences qui sont performantes. Elles ont besoin, par exemple, de semences qui peuvent résister à des maladies, qui peuvent, par exemple, aujourd'hui, vous avez un problème avec le mildiou. L'agriculture biologique utilise du cuivre donc pour pouvoir combattre le mildiou. On peut développer soit des pommes ou des pommes de terre qui sont résistantes à la tavelure, au mildiou ou à la tavelure, et donc éviter d'utiliser ce genre de produit. Donc après, dire que la nature va tout nous donner, vous savez très bien que je veux bien, mais prenez la médecine. Si on gardait les méthodes naturelles pour la médecine, je pense que l'espérance de vie en France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Une réponse rapide, Olivier? Je pense tout simplement que les méthodes naturelles n'ont jamais été suffisamment exploitées parce que, étant donné qu'elles ne rapportent pas de royalties. Ça, c'est surtout une chose comme ça. Si vous parlez de médecine, vous n'avez qu'à parler des huiles essentielles où vous n'avez pas de AMM dessus. C'est une évidence parce que personne ne peut en avoir sur la nature. Et là, j'ai envie de dire, le principe naturel est exactement au niveau des semences, c'est exactement la même chose. Commencez à faire des études. Moi, je vous encourage là-dessus. Tous les chercheurs, je les encourage à développer des études sur ce qui existe, où on pointe du doigt, ne serait-ce que la biodynamie, des choses là-dessus, pour augmenter les pouvoirs des choses, des process comme ceci. Mais n'allez pas chercher des choses qui vont modifier ou qui vont rendre l'agriculteur dépendant d'un organisme, d'une société autre. On comprend votre raisonnement, Olivier. Oui. Gilles Rivière-Weckstein. Juste une petite chose, il faut que ce soit clair, que ce soit ce qu'on fait avec les OGM, ça reste la reproduction de ce que la nature fait également. Même les produits de synthèse, ce qu'on appelle un produit de synthèse, c'est un produit chimique qu'on a synthétisé en reproduisant ce que la nature fait. On n'invente pas quelque chose de nouveau, on reproduit un mécanisme qu'on a compris, qu'on a étudié et donc qu'on introduit. Donc on n'est pas dans le domaine de l'invention de quelque chose qui n'existait pas. C'est la reproduction de la nature.
Bon, voilà Olivier, on ne vous mettra pas d'accord, vous non plus, avec Gilles Rivière, avec Stein, mais vous avez pu exprimer votre point de vue et c'était le but. Merci d'avoir participé par l'intermédiaire du 39-21 à ce débat sur les OGM. Merci Gilles Rivière avec Stein. Je rappelle votre livre Faucheurs de science. Les fanatiques sont dans nos campagnes aux éditions Les Publières. Merci d'avoir accepté notre invitation et maintenant posez vos questions à Giroud par l'intermédiaire du 39-21. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Mesdames, messieurs, il est là pour vous, comme tous les jours, pour vous répondre au 39-21. Giroud est avec nous pour parler des quarts de finale de l'Euro. Bonjour Taïeb. Oui, bonjour. Vous êtes à Lyon. Oui, tout à fait, à Lyon. Et alors, vu de Lyon, qu'est-ce qu'on pense des quarts de finale, notamment de ce Belgique-Pays de Galles de ce soir? Disons que Belgique-Pays de Galles, le Pays de Galles, je le connais pas trop, je connais bien la Belgique. Oui. Donc, du coup, moi, je verrais peut-être plutôt la Belgique. Après, c'était surtout par rapport au match des Bleus de dimanche sur lequel je voulais intervenir, à savoir que supposons que l'on passe contre les Vikings, ça sera pas évident, loin de là même. Enfin, il peut même y avoir un accident, mais supposons. Mais supposons que nous passions contre l'Islande. La question que je t'ai posée à Giroud, c'était si jamais après automatiquement on va arriver contre des équipes d'un certain niveau, de grosses équipes comme on dit entre guillemets, est-ce que parce qu'on sait qu'on n'est pas à 100% depuis le début. C'est Allemagne-Italie après, hein. Ouais. Oui, comme vous dites, c'est des équipes de bon niveau, oui, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que comme nous, on s'est perdu du manque depuis le début de la compétition, on n'est pas à 100%? Oui. Est-ce que contre des équipes comme ça, c'est passé jusqu'à présent avec des exploits individuels, mais est-ce que contre des grosses équipes comme ça, on risque de le payer cher? Giroud. Bien, on peut penser que notre équipe qui a souffert de beaucoup d'incidents avant et même pendant cet Euro va finir par se stabiliser, que Didier Deschamps aura trouvé la bonne formule, comme tous les entraîneurs, quand ils commencent une saison, ils tâtonnent un peu, puis après ils trouvent leur équipe et ça va mieux. On peut penser que ça coïnciderait justement, si on se qualifie, comme vous avez dit, avec la demi-finale contre l'Allemagne ou l'Italie. C'est absolument nécessaire, parce que ces deux-là, tâtonnement ou pas, ont déjà montré qu'ils étaient très forts. Ça tâtonne pas beaucoup, oui. L'Allemagne au premier match, c'était pas fort du tout. Ils envoyaient la balle dans les tribunes. Est-ce qu'on est au niveau de l'Allemagne et de l'Italie? Mais ils sont montés. Est-ce qu'on est au niveau de l'Allemagne et de l'Italie? Pour l'instant, non. Mais on peut l'être d'ici une semaine et demie. Ah oui, c'est vrai? Oui, exactement. Vous y croyez vraiment? Il faut aussi penser que dans le tempérament des Français, on se surpasse toujours quand on joue contre un plus fort, et on a tendance à se sous-passer, si ça existait comme verbe, contre les moins forts. C'est pas dans une semaine et demie la demi-finale, hein, c'est dans 4-5 jours. Hein. Oui, on avance. Oui, on y est presque. Hein, on est en dernière semaine. Oui, mais Guy visait la finale directement. Ah oui, la finale. Oui, mais la finale, ce sera soit la Belgique, soit le Portugal. Voilà, pour celui qui y arrivera. Bon, donc, je ne sais pas quel sentiment vous retirez, Taïeb, mais si ça se trouve, on sera au niveau, mais enfin, on n'est pas sûr qu'on sera au niveau. Voilà. Vu que depuis le début, à chaque match, on dit si, ça va passer, mais en fait, on sent bien que tous les commentateurs disent si, c'est bon, mais on sent bien qu'il y a une crainte, en fait, parce qu'on est passé chaque fois. cette équipe. On est passé chaque fois parce qu'on n'était pas contre de l'Allemagne, contre de l'Italie, voilà, c'est ça. Mais bon, peut-être ça va passer, on ne sait pas, c'est le foot. Mais au Brésil, on a perdu 1-0 contre l'Allemagne sur un coup franc. C'est ça, et alors que l'Allemagne a étrillé après le Brésil. Après, l'Allemagne a mis 7-1 au Brésil. Ah ça, je m'en souviens de ce match, ils n'arrêtaient pas de marquer. On se dit, ça va, non? Ça suffit. Voilà, bon Taïeb, on y croit, d'accord? Croisons les doigts, merci. Allez, bonne journée à Lyon. Bonjour. Bonne journée, au revoir. Bonjour Souad. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Reims? Bonjour Monsieur Giroud. Oui, tout à fait. Vous suivez l'Euro? Ah, et moi je suis supportrice de l'équipe de nos Bleus. Très bien. Ah oui, pas de chat noir, hein. L'auditeur précédent. Oh non, nous on y croit. Et vu d'extérieur, j'ai écouté les infos de la Belgique ou d'Espagne. Ils étiquettent notre équipe, nos Bleus, comme une grosse équipe. Hein. Oui, bien sûr. Attention, et donc on n'a pas le même point de vue d'un pays à l'autre. Hein. Mais vous avez raison, c'est bien de le dire. Je vous promets, ils craignent nos équipes, hein, ils craignent nos Bleus. Hein. Bon. Non, moi je suis à fond derrière les Bleus, bien sûr. Après, comme a dit Monsieur Giroud, oui, effectivement, il y a des marques à retrouver, il y a une organisation à mettre en place, mais moi j'ai confiance et à fond les Bleus. On y croit. Une question pour Giroud, Souad? Alors justement, mais c'est en lien avec ce que vous avez dit précédemment,
je trouve que souvent, alors j'aimerais son point de vue à Monsieur Giroud en tant que sélectionneur et en tant qu'ancien entraîneur. Mais souvent, l'entraîneur, il est un peu le bouc émissaire quand on pense à la démission de l'entraîneur des Anglais. Oui. Est-ce que Didier Deschamps n'a pas cette pression sur les épaules? Comment vous vivez ça en tant qu'entraîneur quand votre équipe réussit ou quand votre équipe échoue, quoi? Voilà, je trouve qu'on en demande beaucoup, moi, beaucoup je trouve. Je serais surpris que Giroud ne soit pas de votre avis. Giroud. Oui, alors moi, j'ai eu une chance unique. Oui. J'ai fait ma carrière dans le même club pendant 42 ans. C'est extraordinaire. Ils n'ont jamais réussi à me mettre dehors. mais ils n'ont même pas essayé. C'est vraiment unique. En tout cas, pour les sélectionneurs de cet Euro, comme d'une Coupe du Monde, rares sont les sélectionneurs perdants qui subsistent. En général, ils démissionnent le lendemain ou ils négocient leur départ. C'est un contrat de plusieurs années. Mais ça ne veut pas dire celui qui perd prématurément. C'est celui qui n'a pas fait ce qu'on pensait qu'il devait faire. Qui n'a pas atteint les objectifs. Alors là, Noël Le Graët a dit l'objectif, c'est la demi-finale. Alors c'est un peu dangereux. Parce que si on va en demi-finale, les joueurs peuvent se dire, ça y est, on a atteint l'objectif. Un petit peu. C'est le seul problème. Quand on disait faut faire les quarts de finale, on a fait les quarts de finale. Alors là, l'objectif est élevé pour l'équipe de France. Parce que si on allait en demi-finale, si on gagne dimanche, eh bien, on va nous demander d'aller en finale, ça c'est sûr. Une précision, Giroud, quel est le statut de Didier Deschamps? Après l'Euro, il a encore son mandat se poursuit ou il arrive à son terme? Je crois qu'ils avaient décidé avec M. Le Graët de prolonger après. Parce qu'il faudra voir dans quelles conditions sera l'opinion publique et Didier Deschamps aussi. Aussi, c'est le mondial en Russie qui nous attend après pour l'équipe de France, c'est ça? En 2018. Après, on prépare la Coupe du Monde. Oui, c'est ça, oui. Bon, voilà, soit Russie. De Russie, c'est ça. La campagne de Russie. Voilà. On n'a jamais eu beaucoup de chance dans la J'avais campagne de un Russie. aïeul blessé à la Bérésina. Ah, c'est vrai? Voilà. Et comment vous le savez? Ça s'est par mon transmis grand-père. De génération en génération. Tradition orale. Mon grand-père était né en 1881. Son père et son grand-père lui avaient raconté. Ah, c'est formidable. Il y a énormément de récits et de témoignages de soldats napoléoniens qui étaient. Il faut que les gens vivent vieux. Oui, bien sûr, pour transmettre, c'est bien. Bon, voilà, soit. Donc, voyez, Giroud est un peu d'accord avec vous. On fait trop facilement porter le chapeau aux entraîneurs. Mais c'est un peu la règle du jeu, on va dire. Oui, bon. Comme on ne peut pas limoger les joueurs, on limoge les entraîneurs. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Souad. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à Reims. Au revoir. Bon, voilà, Giroud. Donc, nous terminons la semaine comme ça. On se retrouve lundi. Eh ben oui, nous commenterons le résultat de l'équipe de France, c'est-à-dire sa victoire sur l'Islande. Et nous allons commenter le match. Sur Europe 1. Voilà. Le match avec à Paris, Claus, au Stade de France, François Claus et Cyril de la Moregrie. Merci Giroud. Et donc je vous dis à lundi. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921. Et nous nous retrouvons nous aussi lundi sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10.